Oui, vous avez tout confirmé, oui. Et donc... Pas d'ambiguïté sur le sujet. Non, parce qu'il y a le problème de... Encore un problème, il est dialectique, il y a aussi la dialectique de l'avoir et de l'être. Oui. Effectivement. Et bon, il y a un temps pour moi j'aime bien l'Ecclésiaste comme livre. Il y a un temps pour chaque chose, rien de nouveau sous le soleil. Il y a un temps pour être dans l'avoir, il y a un temps pour être dans l'être, il y a un temps pour développer sa richesse intérieure, un temps pour s'enrichir au niveau de l'extérieur. Enfin, mais alors justement, on revient à cette fameuse histoire de la philosophie de l'astrologie. Qu'est-ce qu'est la sagesse de l'astrologie? Moi, je ne sais pas, moi j'ai donné quand même quelques consultations, en tout cas j'essaie d'en donner actuellement, et alors carrément, moi je vous une carte sur table, je dis voilà, vous venez, je ne fais pas votre thème astral, et alors effectivement, comme je viens de le dire, mon astrologie, elle est d'une simplicité absolument effrayante, parce qu'effectivement, il n'y a qu'une seule configuration, et pour tout le monde, c'est Saturne que j'appelle Marduk. Ah, c'est Saturne, c'est ça? C'est Saturne Marduk. Oui, oui. Voilà, Saturne qui est le dieu qui a pris le pouvoir, le dieu du signal fort. Et alors l'idée que j'ai trouvée qui est amusante, c'est l'idée de dire il y a quand Saturne est fort et quand Saturne est faible. Alors quand c'est faible, ça donne autant d'événements que quand c'est fort. Mais c'est un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un paradoxe qu'avait trouvé d'ailleurs André Barbeau. C'est-à-dire parfois l'événement vient de l'absence d'événements astrologiques. C'est-à-dire que si vous imaginez que Marduk Saturne est le garant d'un certain ordre des choses, quand le signal faiblit, eh bien, il y a le désordre. C'est évident. Et le désordre, il ne correspond pas à une planète, il correspond à un manque, à une éclipse. Oui, bien sûr. Et donc là, c'est encore très économique, c'est-à-dire que l'anti-Saturne, c'est pas une autre planète qui s'appellerait je sais pas quoi. Oui. C'est l'absence de Saturne. Oui, ça revient au même dans c'est comme la nuit par rapport l'interprétation. Quand Saturne est faible dans un thème, il y a un manque de structure. Oui, voilà. Et qui se défend en tant que tel. Mais vous pouvez aussi chercher que ça correspond aussi à Vénus, Mercure. Enfin, vous pouvez aussi chercher d'autres planètes qui va. Parce que là, il s'agit d'une seule planète. Il s'agit d'une seule planète. Mais là, vous avez au contraire la tendance à vouloir faire jouer. C'est normal quand vous avez plusieurs planètes, il faut que chacune joue son rôle. Mais on peut imaginer une astrologie monoplanétaire qui est en plus monoplanétaire et en plus qui serait mono au niveau du collectif, c'est-à-dire qui serait unique, qui serait la même pour tout le monde en fait compte, et dont les variations seraient le masculin et le féminin, être un homme ou une femme. Par exemple, moi il y a des moments. Il y a des moments, si vous voulez, quand moi je suis historien, donc, il y a un moment donné où la puissance royale fléchit. Le signal fort fléchit, et à ce moment-là, il y a de plus en plus de personnages plus ou moins secondaires, auxiliaires, qui s'accaparent des postes, qui mobilisent des postes, qui mobilisent des situations. C'est toujours le problème du pouvoir, ça. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une espèce il y a des fiefs. Des fiefs, et ça se cristallise petit à petit. Et voilà. Et il y a un moment où, quand la conjonction revient, il faut remettre en question cette espèce d'accaparement de chacun de son propre fait. Cette prise de territoire. Voilà, c'est ça. Il faut, et c'est là qu'il y a, et alors là, effectivement, donc, la conjonction, c'est toujours l'arrivée d'une grande conjonction. Bon, dans mon cas, c'est Saturne avec une des 4 étoiles fixes. C'est l'annonce d'une remise à jour complètement des rapports de pouvoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on remardouquise, c'est-à-dire qu'il y en a il y a quelqu'un qui ressort et qui va accaparer tous les pouvoirs. Au lieu que ces pouvoirs soient dispersés entre 50 personnes, elles ne seront plus que dans une seule personne. Oui, et là, on recentralise en fait. On recentralise et donc, ce que j'appelle, ça crée des vacances, je dirais. Parce que ceux qui avaient des miettes du pouvoir, eh ben, ils ne l'ont plus, donc ils vont devoir attendre que ce pouvoir central à nouveau se dissolve pour reprendre du pouvoir. Et ça me paraît important. On le voit par exemple actuellement avec Nicolas Sarkozy, auquel on reproche d'être trop omniprésent, etc. Et moi je réponds que c'est normal, parce que c'est une période qui exige que certains personnages se mettent en avant et que ce ne soit pas dispersé entre 50 ministres. Et j'ai dit, dans 2 ans, enfin, lorsque cette conjonction en début de Vierge
de Saturne avec l'étoile Régulus se sera dissoute, dissoute. et bien à ce moment-là, vous verrez que Sarkozy, ben, il sera beaucoup moins présent, beaucoup moins aux premières loges, et que toutes sortes de Premier ministre, le Premier ministre, il y aura peut-être un autre Premier ministre plus actif qui sera là. Et ça, s'il faut on redistribuera les cartes. Voilà, c'est ça. Et le climat sera différent. Voilà. Et puis, il y aura un partage du gâteau entre beaucoup de personnes, etc. Et je pense que c'est vrai aussi dans le milieu astrologique. Je pense que c'est exact aussi dans le milieu astrologique qu'il y a des périodes où il y a un rétablissement. Parce que tout se passe de la même façon à peu près partout, à toutes sortes de niveaux. Bien sûr, bien sûr. C'est pas forcément... Si c'est vrai au niveau de la vie politique française, ça peut être aussi vrai au niveau du petit milieu astrologique. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est valable. Bon. C'est intéressant comme... Oui, c'est-à-dire que c'est... Et effectivement, je crois que ça... Je crois que c'est très important aussi je disais donc que j'avais eu cette consultation, on fait cette consultation, et je disais à cette jeune femme, pour le moment je lui disais, et ça me paraît important, je lui parlais de son partenaire. Et je lui disais que son partenaire, il n'obéissait pas à la même logique que lui. Non pas parce qu'il n'avait pas le même thème, parce que je n'ai pas son thème, mais simplement parce qu'il était un homme. Et qu'en tant qu'homme, les échéances n'étaient pas tout à fait les mêmes, en tout cas, elles n'étaient pas passées de la même façon. Et par conséquent, par exemple, si vous voulez, bon, nous vivons dans une société qui est quand même très hiérarchisée, où les hommes sont plutôt dominants, et les femmes, etc. Et par conséquent, cet état de choses, il est toujours remis en question lorsque le signal central se défait. Et où donc, quand le signal central se défait, tous ceux qui ont... de l'unité, du masculin... Voilà, donc la femme gagne beaucoup dans la diversité. Elle gagne beaucoup dans la pluralité, et elle a parfois du mal à vivre bien les moments de centralité. Oui, elle se sent privée. Et puis en plus, donc elle est parfois mise un peu sur la touche, etc. Oui, tout à fait. Et donc par conséquent, il faut le savoir, il faut savoir. Et c'est pour ça que moi je trouve c'est très bien les gens qui n'arrivent pas comme vous dites vous-même. C'est bien de pouvoir dire tel jour on aura tel état d'âme et tel jour on aura ceci, etc. C'est agréable, ce que j'appelle de la micro-prévision, la teinture d'une journée, etc. Mais il ne faudrait quand même pas oublier non plus de pouvoir fournir quand même des échéances plus importantes. Il n'y en a pas question, on est surtout dans des échéances beaucoup plus importantes, vous pensez bien. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut voir, enfin, si on utilise la technique la plus simple et la plus crédible en termes de facilité, qui est la technique des transits, en termes de technique prévisionnelle, j'entends, on peut balayer un champ très vaste et présenter à la personne des tranches de vie. Ah oui, voilà. C'est ça. Des espaces de temps dans lesquels telle disposition, telle potentialité serait plus valorisée que d'autres, et les moments opportuns pour entreprendre. Ça veut dire que vous allez choisir parmi les transits ceux qui sont importants, alors. Non, je vais tenir de tous les transits. Oui, à ce moment-là, en tout cas, soit vous mettez en avant de certains transits. Dès que vous êtes obligé de tenir compte de tout, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, c'est compliqué. Mais on essaie, en fait, on va prendre les transits des lentes, à partir de Jupiter, semi-lentes, pour avoir une vision à moyen terme, voire à long terme. Mais à long terme, c'est très difficile, mais à moyen terme, en tout cas. Non, écoutez, des dates, poser des échéances, c'est davantage comme ça. Pas du tout en termes d'événements. Bon, si vous voulez, moi je suis très content que vous soyez spécialisé dans les transits, parce que justement, je crois que j'ai quand même un certain nombre d'objections à faire, et notamment, on n'est pas dans une structure sinusoïdale régulière. Puisque on n'est pas dans c'est pas mathématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un phénomène qui est régulier, puisque tantôt il y aura un transit de plus, un transit de moins. On n'a jamais la même configuration. Voilà, c'est ça. Il n'y a jamais la même configuration, jamais. Et par conséquent, il n'y a jamais le même. On ne peut pas affirmer de façon absolue qu'il y a un retour de quelque chose, puisqu'il va y avoir d'autres facteurs qui vont se combiner. Alors, vous parlez en termes de cycle du retour? Oui, non, je veux dire que si vous deviez représenter par un graphique la vie d'une personne,
ça serait quand même, on arriverait à différents transits qui se surimposent, qui se chevauchent, etc. Vous n'auriez pas une sinusoïde comme ça. Alors que si vous utilisez évidemment un seul cycle, vous avez une sinusoïde parfaite. Donc c'est-à-dire que c'est chaque fois exactement le même dessin qui revient. Alors vous me direz, la vie n'est pas aussi simple que ça, et que... Non, mais on peut prendre des cycles à dimension humaine. Par exemple, je pense à Saturne-Uranus. Oui. Par exemple. Alors à ce moment-là, vous allez privilégier... éventuellement. Oui, alors donc la question de savoir dans quel cas, c'était ma question. Effectivement, vous pouvez en effet... Vous allez donc être amené à choisir, d'une certaine manière, un cycle dominant, parce que vous sentez quand même que c'est important de fournir à la personne des points de repère quand même relativement récurrents. Si la personne est très marquée par Saturne et Uranus. Ah oui, alors c'est ça. Alors si elle ne l'est pas... Si elle ne l'est pas, elle résonnera moins au cycle. Et elle est marquée par Saturne et Uranus dans la mesure où son thème l'indique. Son thème l'indique. Oui, donc c'est ça. Donc le thème va peser sur le choix du transit, alors que donc dans mon cas, il n'y a pas de thème. Donc, oui, parce que nous partons du principe, enfin, c'est du moins ce que j'essaie d'enseigner, c'est que la personne réagit à ses transits en fonction de ce qu'elle est, et non pas... Il y a bien sûr le transit dans l'absolu. La qualité de la planète qui transite, elle est là. La qualité du cycle, l'impact du cycle. Mais également, cet impact va jouer sur une personnalité particulière. Oui. Et qui est elle-même déterminée par le thème. Oui. Oui. Bien sûr. Non, mais ça, je connais bien cette méthode, effectivement. On choisit les transits en fonction des aspects du thème qui sont... Non, on ne les choisit pas, on regarde comment ils sont. Non, mais ils sont... Enfin, on choisit, façon de parler, on les repère, ils s'imposent d'eux-mêmes par la configuration. Mais toute personne ne vivra pas de la même façon un transit d'Uranus, par exemple. Oui. Même s'il y a une résonance identique. Oui. Il y a une résonance identique. Un transit d'Uranus est toujours un transit d'Uranus. Mais... Pause. C'est complexe pour la personne. Complexe. Alors que moi, je propose quelque chose de beaucoup plus simple en disant, voilà, à ce moment-là, quand Saturne est en haut, c'est bon pour votre partenaire. Quand c'est en bas, c'est bon pour vous. C'est-à-dire qu'il y a... Attendez. Non, parce que vous savez moi, je m'intéresse beaucoup actuellement aux couples. Souvent, les couples sont perplexes, ils disent, mais je sais pas, c'était très bien. Je relisais notamment un livre, il paraît qu'au bout de 3 ans, il y a une crise dans le couple. C'est intéressant parce que 3 ans, c'est le moment pour que la configuration change. Vous avez vraiment un cycle comme dans mon système, la conjonction a lieu à 90 degrés, donc tous les 7 ans. Donc à mi-parcours, on est dans les 3 ans. Oui. Donc à mi-parcours, on est dans ce qu'on appelle la disjonction. Donc si vous rencontrez quelqu'un à la conjonction, si vous rencontrez un homme qui est en pleine possession de ses moyens, au bout de 3 ans, il va être complètement en bas. Donc, c'est-à-dire qui c'est ce type-là, il n'est pas du tout ce que je pensais. Il faut lui expliquer que ça va revenir. Que ça va revenir, qu'elle attende et que ce qui n'est pas définitivement condamné à rester comme ça. Voilà, c'est ça. Et inversement, donc je lui dis attendez, ça va revenir. Et inversement, un homme qui se dit mais ma femme, elle m'a fait un mauvais tour, elle a été il y a des trucs qui ne va pas du tout. Là aussi, je crois que le rôle de l'astrologue, c'est de dire d'attendre l'échéance qui sera plus favorable au partenaire, qui fera que le partenaire sera sous un meilleur jour. Avec une autre pratique méthode, mais tout à fait. Le but, même dans un transit très dissonant sur un couple où Uranus vient faire exploser le couple, éventuellement, le but c'est d'attendre. Ça dure 1 an et demi, un transit d'Uranus. Voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir, surtout pas. Et le rôle de l'astrologue est là très important. Exactement. De ne pas pousser les gens au crime, en fait. De ne pas leur demander, de leur expliquer ce qui se joue, ce qui s'explique, pourquoi ça se passe comme ça, et de bien vouloir attendre. Oui. Que dans quelques temps, ils seront dans d'autres dispositions. Oui, alors ça, c'est assez... Alors justement, à ce propos, là, j'ai écrit aujourd'hui un article que je vous ai envoyé sur Internet, où je disais, je ne sais pas ce que vous en pensez, enfin, j'étais un peu ironique à ce niveau-là, je disais qu'on est arrivé à... Les astrologues, actuellement, ils vivent une astrologie à très court terme. C'est-à-dire que, moi j'entends souvent des gens du genre, bon, bah, écoutez, on a l'impression que maintenant, moi j'ai même l'impression, vous savez qu'il y a la fameuse tradition qui voudrait que, par exemple, un jour égale 1 an. Oui. Mais non. Alors moi maintenant, j'ai dit, maintenant c'est le contraire, c'est 1 an égale 1 jour.
C'est-à-dire que, parce qu'on est une accélération du temps. c'est-à-dire que les gens, ils veulent qu'on trouve dans les 8 jours la fenêtre qui va correspondre à leur truc. C'est pas dans 8 ans, c'est pas dans 2 ans, c'est dans 8 jours. Donc c'est un peu comme une sorte de mage, l'astrologue devient une sorte de mage qui réduit le temps. Et au lieu d'attendre 2 ans, on va attendre 2 jours, 2 heures. C'est très clair, quand les gens viennent en consultation pour demander quand est-ce qu'il y aura une rencontre, et que vous leur parlez de 2 ans, vous n'envisagez jamais plus, parce que au pire, et 2 ans, mais 2 ans, mais c'est insupportable. Alors, les astrologues qui ont compris l'astuce, et maintenant ils vont vous dire, dans 3 semaines, à telle heure, si vous le faites, ça va se passer. Non mais ça c'est... Moi je fais pas ça. Je pourrais vous citer des tas de noms comme ça, actuellement, cette façon de procéder, Ah oui. qui est... qui est comme si c'est une sorte d'alchimie qui ferait que l'astrologue serait arrivé à transposer les dimensions, à changer les dimensions de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. à la limite, on va vous dire, mais si vous vous levez, moi j'ai un ami comme ça qui dit, vous allez vous lever à l'heure de Mars ou quand Mars est dominant, oui. et puis ça ira. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut choisir le bon moment pour faire la chose. C'est-à-dire que maintenant, choisissez le bon moment pour faire la chose, et ça marchera. Et à ce moment-là, l'astrologue n'aurait plus qu'à fixer comme ça des moments où pendant où je commence quelque chose dans cette configuration-là, ça ira. Voyez-vous. Et ça, il faut C'est un peu le principe par exemple, du thème astral de naissance. Il y a des thèmes plus ou moins simples à vivre, ou de thèmes d'une société, ou d'un thème d'une nation. C'est un peu le principe de l'astrologie. Si on parle d'une configuration astrale qui marque un moment, c'est toujours ce phénomène d'espace-temps, qui marque un moment d'une potentialité, elle est colorée par cette essence du moment, cette essence planétaire, non? Oui, mais si vous voulez... Mais là, on est dans des choses très courtes, à court terme. Oui, mais c'est une tendance qui se renforce, peut-être pas à l'agapé, mais non, pas chez nous. Non, d'accord. Alors donc je prends acte que pour vous, vous êtes en mesure de, en dépit de la complexité et de la diversité et de la richesse de vos facteurs, vous arrivez à résister à cette espèce d'omniprésence, tout en, avec ce bémol quand même que vous avez apporté, c'est que quand même, ça ne vous empêche pas de décrire le climat d'une journée ou d'une période. Rarement d'une journée. Du moment. Quand je dis du moment, ça peut être 6 mois. Ah oui, quand même, oui, d'accord. C'est le climat intérieur de la personne, pas au moment où elle arrive, mais dans une parenthèse assez vaste. Il y a quand même beaucoup de transits qui se produisent, donc il faut quand même, je plaisante en disant ça, il faut quand même leur donner il faut bien qu'ils servent à quelque chose, ces transits. Mais je les utilise, croyez-moi. Voilà, non mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'à force de vouloir les utiliser, on va les utiliser pour des choses relativement... Quand on a un gâteau, le gâteau de l'humain à partager, plus on a... Si vous voulez, c'est un peu, tout à l'heure on disait, la multiplication des transits, c'est pas la multiplication des pains, mais je veux dire que la multiplication des transits, ça montre bien qu'il y a une sorte de dispersion extraordinaire quand même des énergies, qu'il y a une dispersion des significations. Oui. Et donc par conséquent, on est aux antipodes de l'idée de centralité quelque part. On utilise bien sûr pas que les transits. En plus. Bien sûr, on sert un peu des progressions, un peu en ce qui me concerne, et du climat que ça installe, en tout cas la Lune. Et de la révolution solaire, c'est aussi c'est parce que ça permet. Là, les transits nous permettent de balayer large, en perspective, en présent et en perspective. La révolution solaire va nous permettre d'affiner la période, peut-être plus d'une façon un peu plus événementielle, peut-être, l'année dans laquelle baigne la personne. Oui. Donc c'est à la fois une vision à moyen terme et une vision à court terme sur la révolution solaire. L'essence de l'année, comment ça se présente. D'accord. Voilà, grosso modo. Oui, donc effectivement, alors d'ailleurs ça montre bien que c'est un problème, c'est que ça vient de toucher un autre sujet, c'est le problème de l'unité de temps de l'astrologie. Est-ce que c'est l'année, est-ce que c'est le mois, est-ce que c'est le jour, ou est-ce que c'est au-delà de l'année? Moi, personnellement, je pense que l'astrologie est née d'une volonté de dépasser le cadre de l'année. Parce que l'année, finalement, c'est les saisons qui reviennent, c'est des choses qui sont très terrestres, l'année. Je veux dire que l'année, le mois, c'est très terrestre.
si on veut passer à une autre dimension de temps, on n'est plus dans ce champ-là. Avec Mars déjà, Jupiter, etc. Donc, je crois que précisément, j'aurais tendance à ne pas vouloir travailler sur l'année. Même si ça correspond dans notre psyché, dans notre alors, vous disiez tout à l'heure que les gens ont eu du court terme aussi. Mais c'est intéressant, on a toujours fait des révolutions solaires, ça existe depuis toujours. Et ça permet de cibler un peu plus la tendance dans laquelle, l'atmosphère dans laquelle baigne la personne au moment où elle vient consulter. Bien sûr, il y a aussi parce qu'elle est dans bien sûr. Elle est là. Oui, il y a aussi le thème horaire, bien sûr. Oui, bien sûr, mais ça, je suis d'accord. Cela dit, il y a un point que j'ai laissé un petit peu comme ça en suspens, c'est que l'astrologie serait d'abord l'astrologie du signal fort. C'est là qu'il y a un facteur cosmique. Après tout, si on regarde le ciel, c'est quand même pour monter un petit peu. Donc le signal fort. Oui. Et quand le signal est faible, on est, je vais employer un mot qui est un petit peu fort, on n'est plus dans l'astrologie. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de non-astrologie, si vous voulez. C'est-à-dire que et on est dans ce que j'appelle, dans un colloque récent, j'avais parlé dans les domaines de la manifestation. Il y a la puissance et l'acte. Donc la puissance, c'est la totalité des possibles, et l'acte, c'est qu'un moment où il faut quand même choisir. Et d'ailleurs, le propre même de ce processus-là, c'est l'ovulation. C'est-à-dire le moment où, parmi la totalité des possibles, eh bien, on en choisit un. Et chaque femme a cette machine à l'intérieur d'elle-même, en tout cas pendant un certain temps, et qui est une machine de sélection extrêmement terrible, quelque part. La vie, elle donne la vie, mais elle donne aussi la mort. La femme, enfin, bien sûr. Il ne faudrait pas oublier que cette vie, c'est plutôt une survie. C'est-à-dire que nous sommes des survivants de tous les possibles qui ont été anéantis au moment de la fécondation, de la conception. Et donc, quelque part, c'est un petit peu un leurre que de vouloir aller à la poursuite de la manifestation, à la poursuite de la diversification. Parce que finalement, les choses, je ne sais pas, c'est comme une fois que les choses se dispersent, ça peut continuer à l'infini. Donc vouloir capter, suivre cette diversification, c'est presque impossible. En revanche, quand on voit des gens se rassembler, se rallier vers un point de départ, là, effectivement, là, ça vaut la peine de dire, voilà, ils vont tous y arriver, comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile de comprendre scientifiquement quand tout se rassemble que quand tout se disperse. On est d'accord. Et donc, par conséquent, cette astrologie de la ramification, on pourrait dire, pas pour parler de l'arbre, la ramification de l'arborescence, c'est une astrologie qui me donne un peu le vertige, voyez-vous ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une espèce de c'est presque utopique. Et si en plus elle veut arriver à aller jusqu'au niveau des faits, de l'accomplissement, de l'aboutissement de chacune de ces ramifications, je veux dire, c'est effrayant. Mais effectivement, c'est vrai que sur le papier, l'astrologie aurait la capacité de le faire. Oui. Parce que sur le papier, d'ailleurs c'est ce que disait déjà Barbeau dans De la psychanalyse à l'astrologie, c'est des thèmes astrales arachnéens, qui sembleraient être voués à pouvoir rendre compte de notre propre mécanique hyper complexe que nous avons en nous. Donc je comprends très bien cette espèce d'analogie entre l'hypercomplexité de l'astrologie au niveau astronomique d'ailleurs, et l'hypercomplexité du réel. Oui. Voilà. Bon, ça c'est une équation que j'ai tendance moi personnellement à rejeter. Mais je la comprends très bien. Mais en même temps, elle est un peu illusoire. Parce qu'en effet, peut-on... Alors, est-ce que c'est ça, croire en l'astrologie, justement, que de penser que cette hyper-complexité du monde, cette hyper-diversification, cet hyper-morcellement du monde, ne peut pas, finalement, n'échappe pas à l'astrologie, et que l'astrologie est capable de suivre cette extraordinaire floraison, cet pluralisme. Donc, si c'est pas ça si c'est pas dans le quantitatif finalement, dans l'hyper quantitatif que l'astrologie actuellement se positionnerait. Actuellement,
vous parlez en termes de planètes qui nous arrivent tous azimuts et de... Non, même pas. De façon de l'aborder. Non, même pas. Même en laissant de côté les nouvelles planètes. Non. Il y a une démultiplication. Vous savez, par exemple, que moi j'ai un des chercheurs que j'ai suivi d'assez près, qui me disait, moi je suis arrivé à trouver un système, il y a au moins 2 configurations par jour qui sont possibles. C'est-à-dire qu'avec le système des directions, il n'y a pas une seule journée où il n'y a pas au moins 2 aspects qui se forment. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça devient presque un défi. Il faudrait qu'il y ait toujours quelque chose qui soit là. Voilà, et qui permet de différencier une journée d'une autre. Oui. C'est ce qu'ils appellent la quête de la précision en astrologie. C'est-à-dire que... Oui, bon, oui. Précision en astrologie, c'est-à-dire que chaque jour étant effectivement différent, unique, pourquoi n'y aurait-il pas en effet quelque chose qui en quelque la journée. Voilà. Oui. Donc, il y a simplement que cette philosophie-là, en fait, si on peut appeler ça une philosophie, cette sorte de philosophie du carpe diem, une sorte de la philosophie du quotidien, et du quotidien du micro-événement, du micro-individu, elle est quand même extraordinairement centrale dans la détermination de l'astrologie actuelle. Et ça tient essentiellement, comme on disait, à notamment la possibilité du cosmos lui-même qui nous apparaît comme une espèce de... C'est ça, c'est extraordinaire. C'est que le cosmos peut à la fois nous apparaître comme une image d'un ordre. D'ailleurs, le mot cosmos veut dire ordre. Donc l'image d'un ordre et même d'une sorte de centralité. Et en même temps, dans une autre lecture que j'appellerais diabolique, puisqu'on reste dans la dialectique, une lecture sur un autre plan, qui nous dirait, mais non, au contraire, ce cosmos, il nous montre bien à quel point cette complexité est légitime, et même elle est même voulue à quelque part. On a là vraiment 2 astrologies qui sont complètement différentes, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient effectivement en alternance. La seule chose, c'est qu'il y en a une qui correspond à une réalité scientifique, c'est-à-dire qui permettrait d'expliquer les choses à un niveau statistique, à un niveau global, et l'autre qui, par son hyper-diversité, relève de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la dynamique de la consultation, mais qui n'aurait pas de statut scientifique à proprement parler. Qui n'a pas de statut scientifique. Non mais c'est là aussi que constamment il y a un balancement, vous comprenez? Oui. Parce que l'astrologie est-elle une science, est-elle un art, etc. Alors moi je dirais effectivement qu'en phase de conjonction, elle est une science, et qu'en phase de diversification, elle est plutôt un art. On peut le formuler comme ça. Mais bon, moi personnellement, je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'astrologie est une science. Mais c'est vrai qu'elle a le paradoxe de présenter des dessins géométriques qui sont censés être précis, et de fonctionner avec une certaine mathématique, éthique en tout cas, et aussi de faire appel à l'intuition, à la subjectivité, pour ainsi dire, à l'invisible. Oui, à partir du moment où on est en contact direct avec la personne, on est en bout de course, c'est-à-dire qu'on est effectivement ce qui est au niveau de l'individu, on est combien, je sais pas, 6 milliards d'individus, bon, ce qui se situe au niveau du vécu d'un de ces milliards d'individus, c'est vraiment l'extrême de la dislocation, l'extrême de la dissolvation, c'est quelque chose. Et c'est à ce moment-là que se trouve l'astrologue, se trouve à ce point d'arrivée, ce point d'aboutissement en quelque sorte, donc on est parcouru tout le prisme, n'est-ce pas, de la centralité à le cas hyper particulier. Et évidemment, c'est pas tout à fait le même personnage qui est là qui est dans les 2 cas. C'est pas les mêmes enjeux épistémologiques dans les 2 cas. Mais vous, c'est clair que c'est pas du tout pareil. Et donc, si vous voulez, il y a une astrologie. Et à ce moment-là, effectivement, dans cette astrologie hyper individuelle, pourquoi ne pas accepter en effet les nouvelles planètes, etc. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, c'est de l'ordre de. Donc je veux dire qu'à ce moment-là, quand on n'est plus dans le... Parce que le problème des transits, si vous voulez, c'est que c'est quand même une réalité astronomique, les transits. Bien sûr. Ouais, donc c'est pour ça que c'est presque, dirait André Barbeau, la seule réalité du temps que nous vivons, la seule façon de marquer le temps. C'est pour ça que notre position est quand même probablement plus subtile, parce que quelque part, souvent vous vous intéressez au transit, c'est-à-dire quelque part,
il semblerait que vous êtes intéressé aussi à une dimension scientifique de l'astrologie. Oui, mais bien sûr, je suis intéressée. Mais bien sûr, c'est le paradoxe. Autrement, vous seriez plus dans les... Enfin, je veux dire, bon, les transits, on ne peut pas le payer, c'est même presque plus vrai que le thème natal. Puisque finalement, enfin, bien que ce soit transit sur le thème natal, mais d'une certaine manière, quand même... C'est quand même, mais enfin, au moins, disons que... moi, je reconnais que j'ai un malaise profond avec le thème natal. L'astrologie n'est pas... C'est pas parce que je ne place pas l'astrologie en tant que science qu'elle n'a pas une partie de mathématiques scientifiques. Elle participe des deux, en fait. Mais si vous voulez, pour terminer notre entretien, je pense qu'il faudrait parler du thème natal. Oui. Le thème natal, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est quelque chose qui, évidemment, est très central pour les astrologues, et certainement pour vous-même. Mais le thème natal, c'est quand même quelque chose de très hybride, puisque c'est la totalité des positions planétaires qui se retrouvent comme étant constituant un espace commun, enfin comme constituant une entité commune. Alors qu'en réalité, finalement, et là il y a quand même une sorte de contradiction, parce que d'un côté, si vous voulez, c'est une spatialisation du cosmos, le thème natal. Alors donc d'un côté, on a une temporalité cosmique qui est celle du cycle, c'est l'espace. Et d'autre part, et à un autre moment, on prend tous ces cycles et on dit, bon, bah, c'est pas important qu'il y ait des cycles ou pas, on va étudier les interactions entre tous ces cycles. Et donc, c'est un petit peu là aussi la négation du cycle. Vous voyez, le thème natal, c'est une sorte d'alternance, c'est le contraire du cycle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je vais étudier ce cycle pour lui-même en tant que tel, je vais étudier dans ces... mais là, c'est un arrêt sur image du cycle. Oui. Non, mais c'est pas du cycle, des cycles. Oui, des cycles. Non, mais justement, c'est toute la différence, c'est que c'est un arrêt sur image où on va oublier que la planète a un cycle, même si c'est ça qui fait qu'elle soit là, et on va étudier non plus les aspects, vous savez que le mot aspect lui-même a deux sens différents, deux fonctions différentes. On peut étudier les aspects, comme dit Yves Le Noble, quand il dit les aspects d'un cycle, c'est un certain cycle. Oui. Mais on peut étudier ici des aspects entre deux planètes. Oui. Et donc le mot aspect, c'est tout à fait différent. Parce que, donc là aussi, le mot aspect finit par changer de sens. C'est-à-dire que l'aspect qui est censé baliser le cours d'une planète devient un aspect qui est censé étudier les interactions entre les planètes. Oui. C'est pas du tout pareil. Non. Donc il y a un changement, il y a une perversion de l'aspect qui, au lieu de nous aider à comprendre le phénomène temporel et cyclique de l'astre, présuppose une interaction, une interdépendance entre tous les cycles dont il va étudier également à travers cette même technique qui est celle des aspects. Oui. C'est-à-dire que l'aspect va servir à la fois de faire une quadrature du cycle, mais ça va être aussi l'aspect quadrature, machin truc. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous gêne pas? Alors, vous savez qu'on étudie, nous, les aspects essentiellement dans le thème astral en longitude, et les positions planétaires sont prises en longitude. Bon, quand c'est la nuance des aspects. Bon, ça ne me gêne pas, je comprends votre... Ouais. De toute façon, toutes ces planètes sont toutes dans des cycles les unes envers les autres. Je ne sais pas si on peut parler d'une cette interdépendance. Bon, évidemment, dans l'absolu, au niveau gravitationnel, on est dans un système solaire. Tout est en cycle, en fait. Les planètes, les unes entre les autres, sont en cycle. Oui, mais on n'est pas certain on est quand même beaucoup plus certain, quelque part, de la cyclicité d'un astre précis, dans sa rapport avec le ciel, que de la réalité même des interactions entre plusieurs planètes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la cyclicité normale, c'est la cyclicité sidérale. Oui. C'est-à-dire le retour d'une planète sur un même point, en l'occurrence, c'est une étoile. Sur son point de oui, qui est le retour sur le même point du ciel. Oui. Voilà. Qui peut être symbolisé normalement, on peut par exemple choisir effectivement une étoile. Oui. Le retour de la planète sur une... Quand on dit la révolution de Saturne, ça se calcule. Par exemple, on prend Saturne passant sur une étoile X, et on attend le temps qu'elle fait pour qu'elle revienne sur le même point X. Oui, parce que vous calculez la révolution de Saturne en fonction des étoiles. Non, mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est la révolution sidérale, c'est le retour sur le même point du ciel. Tout à fait, mais là, quand on parle de cycle, on parle de quoi? Alors, non, mais c'est pour ça que vous avez raison. C'est vrai que quand Yves Le Noble parle du cycle,
il pense à autre chose. Il y a le cycle de la planète et il y a le cycle de deux planètes entre elles. Voilà, c'est ce qu'il fait lui. Oui. Mais comment dirais-je, c'est vrai que pour moi, c'est pas non plus le cycle idéal. Effectivement, pour moi, le cycle idéal, c'est le cycle sidéral. D'accord. Alors, effectivement, vous avez raison. Vous avez raison de préciser. Il y a le cycle de la planète, il y a les cycles des planètes entre elles, et il y a aussi le cycle sidéral. Voilà, exactement. Voilà. Alors, le cycle sidéral, on n'en parle pas beaucoup. Non, mais moi, j'en parle beaucoup. Mais justement, alors effectivement, il y a donc il y a deux abus, si vous voulez. Il y a deux abus. Il y a deux abus du mot aspect. Il y a un abus. Alors, si on considère que le vrai cycle, c'est le cycle sidéral, et que le vrai aspect, c'est l'aspect qui va scander le cycle sidéral, et bien à ce moment-là, les faux aspects, ce seraient les aspects entre deux planètes, qui est déjà quelque chose d'un peu étrange, mais parce que ces deux planètes, bon, ben, finalement, elles ont peut-être rien à voir entre elles. Enfin, je veux dire, c'est deux mondes différents, bon, etc. Et puis alors, en plus, bien évidemment, l'aspect à l'intérieur du thème natal. Donc, il y a plusieurs strates comme ça d'aspects, et de plus en plus arbitraires. Alors, c'est déjà arbitraire de supposer un aspect entre deux planètes, parce que justement, ces deux planètes ne sont plus, on l'a dit tout à l'heure, ne sont plus dans la sidéralité, c'est-à-dire on n'a même pas leur véritable vitesse de révolution. C'est quelque chose qui est une sorte entre les deux. Par exemple, Jupiter, bon. Et puis alors, les aspects qu'on va calculer très soigneusement dans le thème natal, c'est encore autre chose, et ça suppose encore une autre interdépendance, et on est dans ce que j'appelle une spatialisation croissante de l'aspect. C'est-à-dire qu'on part d'un aspect qui est dans le temps, c'est-à-dire que, par exemple, telle planète va rencontrer telle autre planète, ou telle autre planète, telle planète va rencontrer telle étoile à tel moment, un aspect à un moment X, donc à un moment Y, donc elle va rencontrer, telle planète va rencontrer les aspects qui vont intervenir dans sa vie, c'est des aspects qui vont se suivre dans le temps. Et dans le thème astral, il n'y a plus de temps. Non, il n'y a plus de temps. Voilà. C'est des aspects qui se produisent maintenant. Et en plus, alors d'où les orbes, d'une sorte d'accommodement pour retrouver quelque chose pour faire apparaître des structures qui ne sont généralement pas complètement là. Parce qu'il est rare qu'il y ait des aspects exacts. Ça peut arriver, bien sûr, moi j'en ai plusieurs, mais je veux dire, il n'y a pas tout le temps des aspects exacts dans le. Moi j'ai les 3 aspects exacts dans mon thème, enfin ça ne pas. Mais je veux dire, c'est ça qui me préoccupe aussi. Mais là, en effet, aussi, on a exactement, voyez-vous, c'est intéressant parce qu'on a d'un côté un aspect central, unique, avec des aspects qui vont déterminer sa course, et d'autre part, on a cette diversité des planètes qui vont spatialiser le processus cosmique. Et donc finalement, notre conversation nous aura permis de faire apparaître cette espèce de dualité entre l'astrologie de l'hypercomplexité, l'astrologie de l'hypercentralité, effectivement, et on s'aperçoit que, effectivement, les écoles d'astrologie sont des écoles qui enseignent essentiellement à gérer la complexité. Même si, comme vous dites... On peut peut-être le formuler comme ça, c'est une façon de le dire, oui. Non, mais à gérer la complexité et c'est une approche qui permet aussi à la synthétiser, à la synthétiser. Oui, voilà. Alors, de façon à la globaliser, à la synthétiser, voilà. Je dirais. Parce qu'il y a énormément... D'ailleurs, les étudiants en astrologie ont trop de connaissances, c'est peut-être ça le problème. Oui. Ils ont trop de trucs, de machins, et ils n'arrivent pas à synthétiser, en fait. Donc c'est un mot important pour vous, le mot synthèse, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est à nouveau une recherche d'unité. Oui. Donc, ça c'est important. Oui, mais justement, parce qu'on en arrive toujours à... On ne peut pas vivre sans la synthèse. Enfin, soit on est dans l'unité, soit dans la synthèse, mais on ne peut pas être entre les deux. Enfin, il y a un moment donné, il faut l'important, c'est d'arriver justement à réunir toutes ces informations, à les regrouper et en faire une synthèse. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une... oui, en l'occurrence, une synthèse, on pourrait continuer notre débat. Moi, personnellement, je suis assez endurant dans ce genre de discussion. Mais une synthèse, d'abord, premièrement, là où je vous suivrai, mais où je voudrais faire quelques observations, c'est que visiblement, de toute façon, l'astrologue n'épuise jamais les possibilités du thème natal. Non, jamais. Donc déjà, ne serait-ce que, soit il ne le fait pas, soit il le fait volontairement, soit involontairement, mais de toute façon, il oublie des choses en route.
et tant mieux. Oui. Tant mieux. Et puis d'être pas par hasard. L'inconscient joue son rôle, voilà. Là, probablement. Donc finalement, c'est comme les gens aussi, ça me fait penser aux gens, vous savez, qui j'étudie énormément de facteurs, mais de toute façon, c'est pas grave, de toute façon, je n'étudie que les recoupements. Alors, donc, où je n'étudie que les thèmes. Donc, c'est comme si le multiple pouvait arriver à la simplicité. Parce que finalement, oui, parce que finalement. C'est tendre vers ça, je dirais. Essayer de synthétiser au maximum. C'est très difficile pour nous à faire aussi. Mais ça part du principe d'une sorte de solidarité extrême du système solaire. Et c'est ça, enfin, c'est pas du tout ce que je pense, mais bien, il y a une sorte de solidarité du système solaire qui fait qu'une planète n'a de sens que par rapport aux autres. Qu'une planète n'est forte que par rapport aux autres qui sont plus faibles. Hein, quand vous dites par exemple qu'une planète est dominante dans le thème, c'est que les autres sont moins importants. Moins dominantes. Voilà. Donc Saturne sera fort dans le thème parce que Mercure est faible. Enfin, je veux dire, vous comprenez. C'est-à-dire que. Non, Saturne. Non, mais je veux dire que c'est parce que telle autre planète sera moins bien représentée que. C'est pas parce qu'une planète est faible qu'une autre est forte. Une planète est forte parce qu'elle est forte, parce qu'elle fait partie, elle est dominante. Oui, mais si elle est dominante, c'est qu'elle est mieux aspectée, mieux encadrée qu'une autre. Donc forcément, c'est quand même. Ça crée déjà c'est quand même ça qui va déterminer, n'est-ce pas si on va dire voilà, il y a plus d'aspects, elle est plus angulaire, elle est mieux dans des, elle est plus domiciliée ou je sais pas quoi. Et donc finalement, c'est quand même la planète la mieux placée par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui va permettre de déterminer la force de la planète, ce sera le fait qu'elle sera selon des coefficients, d'ailleurs vous savez, qui sont variables selon les écoles. Il y a toutes sortes de gens qui ont établi des grilles, depuis Volvic jusqu'à Nicolas, le maître de nativité, etc. Vous savez. Mais c'est quand même ça qui va. Donc finalement, on arrive à cette idée de recherche de la dominante, mais sur la base d'un rapport de force avec les autres facteurs qui seront moins forts. Moins forts. Voilà, c'est ça. Donc, voyez-vous, on retombe dans cette problématique incontournable de la recherche de ce qui domine, en fin de compte, quelque part. Tout à fait. Ça sort par une fenêtre, mais ça revient à un moment donné, et c'est souvent paradoxal de voir des gens qui ont une multiplicité de facteurs, mais ils vous disent, à la fin, on va vous dire qu'elle est la planète dominante. Donc, finalement, il y a une grille qui l'emporte. Voilà, donc, je crois que vous êtes... Alors, est-ce qu'il y a des choses que nous avons laissées de côté? Je crois qu'on a balayé très large. On n'a rien oublié d'essentiel que vous vouliez transmettre. On a balayé très large. Ce que j'aurais voulu quand même, c'est terminer sur un point que nous avons abordé au téléphone, à savoir l'évolution de l'enseignement astrologique, de la demande de cours d'astrologie. Parce que moi-même, je dois reconnaître, je vais vous donner je vais vous faire mon propre témoignage. À partir des années jusque dans les années 94, 95, on était très sollicité par téléphone, par exemple, voyez-vous. Oui. Les gens, c'était les pages. Il y a eu une période idéale, c'était les pages jaunes. Oui. Alors, moi je veux dire, on va parler un petit peu bureau et métier là, quand même, parce qu'on est chacun, on a quand même une certaine expérience de la vie des écoles d'astrologie. Il y a eu une période où on mettait des tas d'affiches sur les poteaux. Vous l'avez jamais fait, ça? Alors, moi je me souviens que à chaque rentrée, on faisait imprimer, c'était dans les années 80, hein, je dis tout de suite, début des années 80, on faisait imprimer des tas d'affichettes, et puis c'était la mode où les gens lisaient ce qu'il y avait sur les poteaux. Maintenant ils ont mis des produits qui fait qu'on ne peut même plus les mettre. Mais on avait du scotch et des petits trucs, alors c'était marqué « Allez faire l'astrologie au de la Providence », je sais très bien ce qui était marqué. Et après, on a eu les pages jaunes. Alors les gens nous téléphonaient, voilà, vous donnez des cours d'astrologie, c'est combien, etc. Les pages jaunes ont très bien marché. Maintenant on a Internet. Oui, mais alors Internet, alors vous êtes assez bien signalé à Agapé sur Internet, mais alors est-ce que il y a beaucoup de gens qui font la démarche de prendre des renseignements sur ce que vous faites? Pas mal. Ah oui, vous connaissez les chiffres, vous savez combien il y a des sollicitations importantes. Oui. Et ça tient. Alors qu'est-ce qu'ils savent de vous finalement? Est-ce que c'est simplement parce que vous existez et que vous avez marqué cours d'astrologie? On existe depuis 20 ans. Est-ce qu'ils le savent? Oui, je pense que oui. Il y a Agapé a une réputation sur la place, bien sûr. Oui. Bien sûr.
on a nos anciens élèves. Mais ça, ils ne le savent pas à travers les pages jaunes, ça, ou même si c'est indiqué. Ça peut arriver, ça peut arriver. Oui. Ils peuvent aussi faire une demande astrologique sur Internet et tomber sur nous. Oui. Bien sûr. Sur les pages jaunes, c'est indiqué également. Oui. Mais il y a aussi le bouche à oreille, il y a aussi la réputation. Bon. Ça, je crois que Agapé est pris là-dedans. D'accord. Et alors donc à ce propos, bon, alors donc ça c'est une chose. Donc nous effectivement à partir d'un certain nombre depuis une dizaine d'années, on est très peu sollicité. Enfin, on ne fait pas beaucoup de choses. Enfin, même si on nous appelle plus pour dire est-ce que vous donnez des cours d'astrologie ou combien ça coûte ou cela. Et je crois que ça a dû en partie. Alors, mais je pense qu'on vit tous une sorte de le monde astrologique tel qu'il est actuellement est dans une sorte de cycle bas, on va dire. D'étiage, de base d'étiage. Oui. Mais vous savez, il y a aussi la question de l'informatique. L'informatisation des calculs n'a-t-elle pas été pour beaucoup dans la démobilisation des étudiants d'astrologie qui souvent voulaient venir dans les cours d'astrologie pour apprendre à calculer. Pour apprendre à calculer, c'était après le reste on leur donnait, mais c'était. Moi j'ai l'impression que j'ai passé énormément de temps à expliquer comment on utilisait, comment on nourrait les éphémérides, comment on prenait les régimes horaires. D'ailleurs, nous avons gagné de l'argent comme ça, puisque nous avons publié des bouquins sur les régimes horaires, etc. Mais je veux dire que c'était quand même déterminant. Vous pensez que maintenant, le fait de pouvoir monter un thème rapidement sur un ordinateur fait qu'il y a une certaine démobilisation. C'est-à-dire que c'était là que ça coincait. Alors maintenant, une fois qu'ils savent faire ça, une fois qu'ils ont le thème sous les yeux, ils ne savent pas l'interpréter. Enfin, nous, on passe 5 ans à leur apprendre à interpréter un thème, quand même. J'ai l'impression quand même que c'était un gros problème. Ça n'a pas été notre... J'ai pas l'impression que cela est un... Alors peut-être que nous, ça a été notre erreur. Notre erreur, c'est que c'était quand même un point important. Et puis, il y avait aussi, tout simplement, des gens qui voulaient devenir astrologues. On a l'impression que dans les années... Moi, je me souviens que dans les années 93-95, c'est incroyable le nombre de gens qui s'étaient inscrits à notre école pour devenir astrologue, et même en peu de temps. Je ne sais pas ce qui avait déclenché cette espèce d'idée que c'était un métier intéressant. Je ne sais pas. Mais il y a eu ce rush, effectivement. Il y a eu tout à fait ce rush. Et c'est vrai que maintenant, nous n'avons plus le même rush. Est-ce qu'on n'aurait pas les moyens de le redéclencher, ce rush? Oui, comment alors? On va attendre qu'Uranus arrive en bélier. Non, je ne sais pas, mais je veux dire, on ne sait pas quels sont les... Est-ce que vous pensez que c'est un cycle? Non, je n'explique pas du tout. Je n'ai pas essayé d'expliquer, mais je sais qu'à un moment donné, c'était de vouloir être astrologue ou d'apprendre la astrologie. Et d'ailleurs, nous, on trichait un petit peu, enfin, par rapport à vos critères, c'est qu'on pensait que... Alors ça, c'est un point sur lequel on est très très différent de l'Agapé, c'est qu'on a toujours pensé que la formation devait être brève. Ça, c'est un sujet qui fâche, mais effectivement, je pense que... ça revient un peu d'ailleurs ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs, enfin c'était un peu en filigrane de ce qu'on disait, mais il faut dire qu'on le sache, qu'il y a beaucoup de facteurs. La question de savoir quelle est la nature exacte du bagage nécessaire pour devenir un bon astrologue, et qu'est-ce qu'il faut qu'il sache, qu'est-ce qui n'est pas indispensable qu'il sache, et c'est vrai qu'à un moment donné, moi je reconnais que j'ai poussé le bouchon un peu loin en disant, finalement, en un an, on arrive largement à avoir les bases. Parce qu'il faut intégrer, oui, je ne dis pas le contraire. Non, mais c'est un débat que j'aimerais bien avoir avec d'autres enseignants à d'autres occasions. Mais vous savez, comme je l'ai fait remarquer, Agapé fait également des cours de psychologie. Et puis, on fait une astropsychologie, donc il y a l'étude des concepts freudiens, jungiens, les repères, on va chercher dans le thème, il y a toute une autre... Ça demande du temps. C'est pas... Bien sûr. En un an, vous enseignez tout, les transits, les prévisions, la révolution solaire. Non, justement, attendez, si vous me posez la question, je vous réponds. Mais je crains de blesser votre sensibilité, si vous voulez. Je vais peut-être dire des choses qui vont vous choquer en tant qu'enseignante en astrologie, mais disons qu'effectivement, tout à l'heure on parlait de contre-transfert, moi je pense qu'il faut essayer de mieux on comprend les motivations des gens qui viennent voir l'astrologue, plus on peut être en phase avec ce qu'ils attendent et ce qu'ils demandent. Et par exemple, on disait tout à l'heure, je crois que le fait de voir son thème, je pense que déjà c'est presque un rituel de rencontrer son thème astral pour le client. Le simple fait de voir. C'est comme si, je ne veux pas prendre l'expérience, c'est pas comme si je disais vous avez rencontré Jésus-Christ.
mais quelque part, c'est un moment métaphysique important. Voyez-vous? Je veux dire, c'est pas la question de l'interpréter. Non, non, c'est de le voir. C'est de le voir, de dire, ça c'est vous. Quelque part, c'est vous. Ah bon, c'est moi. Alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie? J'en sais rien, mais c'est vous. Bon. Donc c'est évident que, par exemple, dans une consultation astrologique, maintenant j'ai pris mes distances par rapport à cette façon de voir, mais je vais beaucoup plus loin, plus radical. Mais à un moment donné, je disais à mes étudiants, mais évidemment, dressez le thème, vous faites le dresser, montrez-le. Vous savez, j'ai écrit une petite plaquette que vous n'avez peut-être pas lue, qui s'appelle L'astrologue face à son client, où il y avait des tas d'illustrations assez comiques qui sont d'ailleurs sur Internet aussi. Et je disais, finalement, l'important, c'est que la personne voit ce thème astral et que, bien entendu, l'astrologue soit supposé parler de la personne au regard de ce thème astral. Bien supposé. C'est-à-dire qu'en fait, bon, parce que moi je pense que d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle les relations aseptisées. Je pense que, d'une certaine manière, il y a une certaine catégorie de population qui ne veut pas qu'on travaille sur elle directement, parce qu'ils disent, mais moi je ne sais pas ce que je suis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'intéressant sur moi, et puis ça sera n'importe quoi. Mais par contre, mon thème astral, oui, ça vaut la peine, parce que mon thème astral, il est là, il est bien défini, il est bien calculé. Donc quelque part, c'est une sorte d'objet transitionnel. C'est un objet transitionnel. Moi, je préfère que vous me parliez de pas de moi, mais de mon thème. Oui. Et puis, je voudrais aussi que vous me parliez, non pas vous, de ce que vous pensez de moi, mais de ce que l'astrologie dont vous êtes la représentante parle de mon thème. Voyez-vous, donc c'est plus moi et vous, c'est mon thème. Voilà, et puis vous n'êtes pas, c'est pas vous, c'est vous qui avez le savoir nécessaire pour interpréter mon thème. Donc ça, c'est un rituel. À partir du moment où on respecte ce rituel, et dont vous avouerez qu'il n'est pas difficile à mettre en place, non, tout à fait. Et qui n'exige pas non plus une grande technicité, c'est plus une question je dirais, de mise en scène. Le reste, c'est votre thème dit ceci, ou je laisse entendre que votre thème dit cela. C'est-à-dire de laisser. Si vous voulez, moi je crois qu'on est un peu dans le domaine de la psychiatrie. Là. Moi j'ai une sœur qui est pédopsychiatre. Et on sait très bien le rôle comme ça de ces objets c'est comme si les gens étaient fâchés avec l'humanité tout entière et ne pouvaient s'entendre qu'avec des personnages un petit peu à part. Marionnettes. L'astrologue serait une sorte de marionnette, on va dire marionnette, dans le sens où ce serait un personnage un petit peu extraterrestre. C'est un extraterrestre. Donc c'est un peu une sorte d'extraterrestre, et donc il ne serait pas rejeté par le système de défense psychologique du client comme un personnage. Il serait décalé, donc il ne déclencherait pas les mêmes rejets. Oui, tout à fait. Bon. Donc déjà tout ça, si tout ce climat est respecté, il y a déjà une ambiance qui peut se créer avec le client et les choses deviennent simples. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Oui, mais à ce moment-là, Madame Fraser, le problème c'est qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a besoin d'apprendre énormément d'astrologie pour faire ça? C'est ça la question qui se pose, dont on est en train de parler à l'instant. Alors maintenant vous me dites, oui, mais il faut bien savoir calculer ceci ou cela. Alors moi je vous répondrai. Non, ça ne va pas savoir calculer. Je ne sais pas si c'est tellement important, puisque maintenant les ordinateurs. Non, alors justement, essayez de défendre cette cause. C'est important de connaître bien les détails de la technique astrologique pour pouvoir répondre à une question, à toute question que le consultant pourrait poser. Oui. Et ce n'est pas parce que vous survolez le thème comme ça que vous pouvez répondre avec précision à une question que la personne... Pourquoi pas? Alors, sous un angle astrologique. Excusez-moi de vous choquer. Sous un angle astronomique, je dirais presque. Parce que finalement, c'est bien ça dont vous allez chercher. Vous allez chercher une configuration astronomique. Pas forcément, mais il y a d'autres choses. Par exemple, une configuration. Il y aura une réalité, il y aura une donnée astronomique que vous allez repérer et qui va justifier que vous fixiez un moment où vous donniez une réponse. Que ça. Bon, alors justement, la question est de savoir si effectivement... Ça un discours particulier. Oui. Je ne voudrais pas, justement, encore une fois, vous laisser votre sensibilité d'astrologue, mais si effectivement... alors l'astrologue va avoir besoin pour... Vous savez, on parlait de la vacuité, l'astrologue qui a besoin d'une trame. Bon, alors, donc l'astrologue... Il y a deux types d'astrologues. Il y a l'astrologue qui dit, moi, je ne vais pas indiquer un moment, une date à mon client, s'il n'y a pas une configuration qui existe. Bon.
effectivement, donc, bon. Mais qu'est-ce que ça changerait que lui-même il propose une date en disant que cette date est effectivement significative? Est-ce que ça changerait fondamentalement? Bon, c'est une question que je pose, moi, effectivement. D'autant plus que, comme on disait tout à l'heure, vu qu'il y a toujours des configurations qui se produisent... Et bon, il proposerait cette date sur quel critère? Sur le critère d'une certaine... Comme dirait notre ami Gesselin, sur le critère du bon sens, c'est-à-dire que... Sur le critère de... Du bon sens, oui, d'accord. Non, du bon sens, c'est-à-dire du temps raisonnable pour que les choses se fassent. Oui, c'est ça. Pour que les choses se fassent. Un peu dans un certain aléatoire, mais c'est du bon sens. Il y a des gens qui disent ça, voilà, le bon sens garde-fou. Non, mais moi je suis pas en train de. Le bon sens est aussi très très utile, mais. Oui. Moi je suis pas en train de défendre cette astrologie-là. Moi j'en ai une autre. Quand même une éthique astrologique où l'astrologue répond à des questions en son âme et conscience en termes de sa maîtrise de l'astrologie. On est dans le contre-transfert là. On est dans le contre-transfert parce qu'à ce moment-là, l'astrologue se croit obligé d'être à la hauteur de la demande et de l'attente de son client, donc de son transfert. Si le client a une demande de transfert, il va voir quelqu'un qui effectivement a un savoir supérieur, effectivement a un savoir, il est un extraterrestre, effectivement il voit les choses autrement, et moi en tant qu'astrologue, moi en tant que directeur d'une école d'astrologie, je dois former des gens qui correspondent à ce profil. Bon, c'est ça peut-être la déontologie, mais moi je suis désolé de dire que si on situe les choses dans un champ psychiatrique, psychopathique, pathologique, par exemple, si je dirige un hôpital psychiatrique, je peux aussi dire que je suis Napoléon Ier, parce que la personne se prend pour Joséphine de Beauharnais. Et c'est parce que ça correspond à son fantasme, effectivement. Donc je corresponds à son fantasme, mais je ne me prends pas pour autant pour Napoléon Ier. Donc, si vous voulez, il y a des questions de ce genre qui se posent. Il y a un problème de dialogue, comme on disait tout à l'heure, de rapport transitionnel ou transactionnel avec la personne. Ça, tout à fait normal. Et d'ailleurs, moi par exemple, si j'explique à un psychologue que je travaille comme ça, et que je me mets en phase avec la personne, avec sa demande, avec sa présentation, il ne va pas me traiter de charlatan, paradoxalement. Parce que pour un astrologue, je serais un charlatan. Mais pour ce psychologue, ce psychothérapeute, je ne serais pas un charlatan. Je serais en phase, je parlerai le langage et j'aurai les postures qu'on attend de moi au niveau du transfert. Donc là aussi, il y a un problème qui se pose. De toute façon, je ne suis pas en train, je voudrais quand même clarifier ça au niveau de la caméra, moi je ne suis pas en train de pratiquer je ne pratique pas cette astrologie-là. Je dis simplement que s'il fallait former des personnes à ce que j'appelle l'anti-astrologie, enfin la contre-astrologie, c'est l'astrologie de la diversification, l'astrologie de la dispersion, qui correspond à des demandes. Moi, je suis un astrologue de la centralité. Mais s'il fallait rentrer dans cette astrologie de la diversification, je dirais, formons des gens pour cela, mais n'introduisons pas des facteurs qui, justement, vont interférer. Parce qu'en réalité, si au lieu que vous savez, on dit aujourd'hui, je passe du coq à l'âne, on dit aujourd'hui qu'il faudrait peut-être supprimer les feux de signalisation. Parce que les gens, finalement, feraient plus attention à ce qui se passe. Il paraît qu'il y a des villes où on a supprimé les feux de signalisation, il y a moins d'accidents. Parce que les gens regardent ce qui se passe. Ben, c'est la même chose. Pourquoi passer par le truchement de je ne sais quel calcul, etc., qui donnerait une assurance, alors qu'on peut être directement en prise avec la réalité et avec les besoins de la personne. On peut répondre par simple bon sens, mais à ce moment-là... Mais à ce moment-là, l'astrologue devient quelqu'un qui est spécialisé dans cette espèce de... je ne sais pas si c'est une névrose ou une psychose, dans cette espèce de transfert particulier où on a besoin de l'astrologie. On utilise on a tous une dimension de bon sens, je suppose. Mais pourquoi ne servirait-elle pas? Mais bien sûr, mais bien sûr. À ce moment-là, est-ce que vous seriez disposé, Elisabeth, à ce que, au nom de ce bon sens, l'astrologue ait le droit, ou se donne le droit, de choisir une configuration correspondant, je ne dis pas que cette configuration n'existe pas, de toute façon ça ne veut rien dire, on peut trouver toujours une configuration, donc ne me dites pas il n'y a pas de configuration, choisissent une date qui lui paraît raisonnable, et ensuite trouve la configuration qui vient étayer le choix qu'il a fait de cette date, vous comprenez, plutôt que d'inverser les choses en disant je choisis la bonne configuration, et donc elle me donne la bonne date. Oui, bien sûr, on peut procéder de deux façons. On peut procéder de l'intérieur ou par une vision externe. Souvent, on arrive aux mêmes dates.
Oui, peut-être. D'ailleurs. Oui. Parce que le bon sens et le timing se rejoignent. Souvent, on arrive aux mêmes dates. Mais je voulais, pour peut-être que vous n'avez pas compris exactement ce que j'entendais, je veux dire que je crois que je ne me suis pas encore bien fait comprendre au niveau des besoins des étudiants. Il y a des étudiants qui vont peiner parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils n'ont pas encore acquis toutes les connaissances nécessaires, tout le bagage nécessaire pour faire de la bonne astrologie. Et là, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, en réalité, je ne veux pas dire que c'est pour des raisons mercantiles qu'on fait durer les études d'astrologie. Je crois qu'on pourrait aussi se poser la question, entre parenthèses. Non, quand même. Mais malgré tout, je me demande si on n'est pas en train d'exagérer l'angoisse du futur astrologue qui a peur de ne pas être encore prêt, en lui disant que bon, il pourrait être encore plus prêt à intervenir, etc. Et moi, personnellement, dans mes cours d'astrologie, je fais exactement l'inverse. J'essaie de les sécuriser le plus tôt possible, de leur dire ce qu'on attend d'eux, ce qu'on n'attend pas d'eux, et effectivement, je fais les choses en moins de temps. Enfin, maintenant, je fais plus ça. Mais il y a quelques années, je l'aurais fait comme ça. On fait aussi, on se sert des révolutions solaires. Une révolution solaire, il faut aussi absorber la technique. Quelle technique si c'est le calcul de révolution solaire. Non, pas le calcul, les ordinateurs. Mais écoutez, Madame Frézard, le client en astrologie, il vous voit faire. Excusez-moi, vous allez me dire que je suis extrêmement cynique, mais le client en astrologie, il vous voit faire. Vous lui montrez la révolution solaire, il vous voit regarder cette révolution solaire, il vous voit tenir un discours par rapport à cette révolution solaire. Et à partir de ce moment-là, il ne va pas aller plus, il ne va pas demander plus que ça. C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'il y a une apparence. On est dans le transfert. L'apparence, c'est que vous vous conformez au rituel qu'il a décidé de suivre. Vous n'êtes pas obligé, et je dirais même que l'honnêteté intellectuelle, si on se situe au niveau du statut scientifique de l'astrologie qui est contesté, c'est de dire, je suis bien conscient que les configurations, je ne prétends pas, moi, astrologue, laisser entendre que ces telles configurations agissent réellement sur la personne. Elles n'agiront que par le truchement de l'astrologue. C'est-à-dire que c'est l'astrologue qui fera que la configuration sera véritablement active. Bien sûr. Non, mais je veux dire que c'est une question qui peut se poser. Effectivement, c'est l'astrologie. On me dirait que je suis. C'est par le truchement de l'astrologue qu'une certaine forme d'astrologie peut-être pas est activée. Oui, voilà, on est à 3 heures. Et vous ne pensiez pas que je vous avais dit on va rester 3 heures, vous auriez dit vous vous moquez de moi. Oui, mais là c'était un peu long quand même. Ah oui, j'ai senti. Bon, alors on va s'arrêter là parce que je vois que vous êtes épuisé. Oui, un petit peu. Mais